La journée est finie et votre esprit dérive lentement vers le ghetto blaster de Prune, au plus grand bénéfice de vos neurones. Et vous êtes toujours sur Prune 92 FM, il est 18h30 pétante. Nous recevons notre dernier invité, il s'agit d'Aurélien Guillois. Il est fondateur de la French Tech et de cultureveille.fr à l'occasion de sa venue à Nantes pour les BIS, je l'ai dit, la Biennale internationale du spectacle qui se déroule les 20 et 21 janvier à la Cité des Congrès. Et c'est le rendez-vous politico-culturel du mercredi de Léa. Aurélien Guillois, on va pas aborder l'événement des BIS à proprement parler ce soir. Je voulais m'intéresser avec vous aux politiques culturelles et aux difficultés dans le domaine de la culture aujourd'hui en France. Aurélien Guillois, on l'a dit, vous êtes, on pourrait dire, un spécialiste de la question puisque vous êtes coordinateur éditorial de cultureveille.fr, un site web qui accueille quand même chaque mois 80 000 visiteurs et qui recense, comme son nom l'indique, tous les articles relatifs à la culture. Vous allez donc pouvoir certainement nous éclairer sur le sujet. Alors tout d'abord, que pensez-vous de la politique culturelle française d'aujourd'hui, puisqu'on entend souvent dire que la culture est en crise? Est-ce votre avis? Bonsoir Aurélien, d'abord. Bonsoir. C'est vrai qu'on n'a même pas dit bonsoir. Excuse-moi Léa. On est mal poli à Prune. Je suis mal poli, pardon. Bonsoir. Alors que pensez-vous des politiques bonsoir culturelles avant la crise. Non, oui, on a pour habitude de dire que les politiques culturelles, que le monde de la culture est en crise. Alors c'est vrai, alors moi je le considère à titre personnel comme un formatage dans lequel on est, un formatage professionnel. Il est vrai qu'on a été habitué et on est le seul pays au monde à avoir des politiques nationales dédiées à la culture qui sont exceptionnelles si on regarde à l'échelle internationale, mais qui, quand on le regarde avec notre échelle française, sont ces dernières années décevantes, voire comme on peut le dire régulièrement, c'est la variable d'ajustement c'est-à-dire des politiques. C'est-à-dire que la culture peut être considérée dans les politiques, que ce soit à l'échelle locale, territoriale et nationale, comme un budget de complaisance d'un réseau artistique et culturel qui serait nécessaire pour certains milieux politiques pour avoir les voix lors de prochaines élections. Ce serait simplement pour rayonner en fait. Voilà, un rayonnement à la marge. Toutefois, et effectivement, on ne veut pas parler des BIS, mais les BIS sont un des nombreux témoins en France et en Europe des politiques culturelles. On veut bien parler des BIS, hein, c'est juste une question de temps. Oui, enfin, je cherche pas forcément à parler spécifiquement des BIS, mais on peut remarquer que malgré, d'un point de vue totalement comptable, des petites baisses, des petites hausses sur des budgets, nous avons un secteur qui est très vivant, qui est très dynamique. Nous avons et un acteur le rappelait ce matin en séance plénière à la Cité des Congrès. C'est le seul pays au monde où il y a un nombre inconcevable de spectacles programmés. On a une richesse créative incroyable, des milliers de créations, et toutefois ils sont peu diffusés sur le territoire, puisque la moyenne nationale d'un spectacle dans sa diffusion est de 1 représentation et demie. Donc c'est très peu par rapport à ce patrimoine créatif. Tout à l'heure, vous parliez du budget. La loi de finances 2016, publiée au journal officiel le 30 décembre dernier, augmente le budget du ministère de la Culture de 2,7%. Ça atteint donc 7,3 milliards d'euros. Donc après un budget stagnant l'année dernière et qui était en baisse les 2 années précédentes, il y a vraiment de quoi être optimiste, non ? Alors moi, je ne travaille pas au ministère de la Culture, donc je suis pas un spécialiste de la question budgétaire. Si on devait résumer les politiques culturelles à la question budgétaire, voilà, c'est ce que je disais précédemment, c'est un jeu comptable et politique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire plus 2,5%, plus 3%? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des lois de finances, des mécanismes après budgétaires qui font que il y a des gels aussi? C'est aussi une augmentation peut-être après de nombreuses années de fortes baisses. Donc comptablement, c'est délicat de réduire la question des politiques culturelles à un point de vue budgétaire. Je pense plutôt c'est quels outils avons-nous, quelles sont les politiques que les acteurs culturels et leurs partenaires, les collectivités territoriales, leurs financeurs décident de mettre en œuvre, quels sont les cahiers des charges que l'on demande aux directeurs d'établissement, qu'est-ce que font les artistes pour toucher plus de public, et quand je dis plus de public, c'est pas forcément en nombre, mais c'est
les bénéficiaires du territoire, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Ben voilà, ça, ce sont des vastes questions. Donc pour moi, la politique culturelle, ça se résume ça ne se résume pas qu'à des plans comptables, c'est vraiment plutôt axé sur les outils, des mécanismes peut-être innovants pour aller à la rencontre des territoires, des spectateurs, pour amener la création, pour ouvrir le champ des possibles dans l'imaginaire artistique de chacun. Et là, c'est un enjeu qui existe depuis de nombreuses années et que chaque acteur culturel essaye de tisser par rapport à ses propres moyens. Une fois de plus, pas forcément ses moyens financiers, mais par rapport à sa croyance et à son espace créatif. Mais pour vous, l'État doit-il toujours jouer, donc, selon vous, son rôle de garant de la culture, du coup? Alors, oui, après les malheureux événements, les attentats de la fin de l'année dernière, nous avons eu des envolées politiques, des discours pour dire il faut plus de culture dans la société, il faut lutter contre l'extrémisme par la découverte d'autres zones créatives. Pour moi, il s'agit d'un discours politique. L'État a un rôle clé à jouer pour la culture. Et c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait la rayonnance de la France à l'étranger, que ce soit d'un point de vue diplomatique, même économique, pour ceux qui ont envie de jouer la carte industrielle et commerciale. Mais tout cet écosystème riche a été créé par l'initiative budgétaire de l'État, qui est un levier, mais aussi par un certain nombre d'entrepreneurs, d'artistes, de personnes de la société civile qui ont essayé de monter des projets sans forcément attendre l'aide classique de l'État. Merci Aurélien, merci Léa. On fait une courte pause musicale, tout de suite. Et de retour dans le Ghetto Blaster sur Prune, nous sommes toujours en compagnie d'Aurélien Guillois pour nous parler culture et politique avec Léa. Vous nous parliez tout à l'heure de l'impact des attentats de novembre du point de vue culturel. Et justement, après ces attentats, les producteurs et diffuseurs demandaient à l'État un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour compenser la désertification des salles de concert. Et depuis, on n'en a pas entendu parler. Vous en savez un petit peu plus? Alors je sais que vous travaillez pas au ministère de la Culture, mais... Oui, alors effectivement, il y a eu une nécessité de soutenir les acteurs culturels. Un certain nombre d'établissements ont eu des chutes de fréquentation assez importantes, surtout dans les jours qui ont suivi, naturellement, et puis même sur l'ensemble de la fin de l'année. Ce sont des baisses qui sont assez significatives, donc qui ont un impact budgétaire pour les recettes de billetterie. Et le ministère très vite a réagi en proposant avec un certain nombre d'organismes professionnels des différentes disciplines représentées de créer un fonds de soutien. Alors il n'est pas à la hauteur des demandes du secteur. Il parlait de 4 millions. Voilà, et il a augmenté en fonction d'un certain nombre de partenaires qui se rajoutent autour de table. Aujourd'hui, c'est encore très récent en fait. On n'a pas les chiffres détaillés de comment a été utilisé ce mécanisme de soutien et à qui il a servi. Mais un site internet a été mis en place par le ministère qui est alors je ne sais plus le nom de l'URL, mais qui est un site qui a été fortement relayé dans les réseaux culturels et qui permet en fait à travers un formulaire de demander une évaluation du ministère et de recevoir éventuellement une aide par rapport à une perte subie à cause de ces événements. D'accord. Aurélien Guillois, une expression qu'on entend énormément dans la bouche des hommes et femmes politiques, c'est la culture pour tous. Pourtant, on sait que c'est pas vraiment le cas. Le déterminisme social et économique reste un facteur très important d'accès à la culture. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que cette expression ne reste pas simplement une belle parole? Alors vaste question. Oui, ça c'est une question très difficile, d'autant plus difficile que je l'entends depuis très longtemps dans les nombreuses réunions, événements culturels auxquels j'assiste. Et pas plus tard que ce matin, j'ai encore entendu cette problématique. Au BIS, donc. Au BIS. Alors, c'est vrai que la démocratisation culturelle, la culture pour tous, alors à chaque fois, c'est un slogan politique, mais l'enjeu est le même, en fait. Comment faire en sorte que une politique culturelle, qui finalement, c'est du service public, c'est le service public de la culture, pourquoi l'État décide de soutenir la création, décide de soutenir la diffusion, décide de soutenir les industries culturelles qui font partie intégrante de l'écosystème.
c'est aussi pour que chaque citoyen y ait accès, ou en tout cas y trouve son supplément d'âme. Mais ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas totalement. Pour prendre l'exemple de ce que j'ai entendu ce matin, tout le monde se fait le constat que les professionnels du spectacle, par exemple, n'ont absolument pas de difficulté à remplir leur salle. Ce sont leurs métiers, ils sont spécialistes pour ça. En revanche, qui remplit ces salles et pourquoi ne voyons-nous pas dans ces salles ces gens qui sont dans la rue? Enfin, pourquoi tout le monde ne va pas dans ces salles? Et c'est là la grande question. Il y a aussi certaines disciplines artistiques ou certains établissements qui ne voient pas de jeunes dans leur salle, qui ont leur public qui vieillit. On est vraiment dans ces types de problématiques. Il y a plein d'initiatives qui sont testées par des directeurs, des services publics, un certain nombre de professionnels qui essayent de résoudre la question. Ça serait pessimiste de dire que ça ne marche pas, mais ça serait mentir de dire qu'on a quelque chose de satisfaisant aujourd'hui. Je crois que les résultats, en tout cas les inquiétudes qu'il y a eu dans les mondes culturels suite aux récents résultats des élections régionales et de la montée du Front National, qui est une position très brutale vis-à-vis des mondes de la culture et des mondes de l'art, peuvent nous poser la question de pourquoi ces électeurs, pourquoi ce public se sent si loin de la nécessité de pouvoir accéder à l'art dans leur vie. Moi-même, je n'ai pas la question. Pas la solution. Alors ma modeste contribution étant de au moins veiller sur ces politiques culturelles, c'est-à-dire de voir comment la société s'empare de cette question. Je suis comme un collectionneur quelque part d'articles, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me faire une synthèse qui me permettent de proposer des solutions concrètes, si ce n'est que là où je suis optimiste, c'est que je vois beaucoup des jeunes générations qui arrivent, qui acceptent aussi naturellement la transformation digitale qui arrive, et ça apporte beaucoup de possibilités aussi pour le numérique serait un moyen de... Le numérique est une des possibilités d'émancipation et pour la culture de reprendre place dans la société, mais par une autre porte d'entrée. Je voulais revenir sur l'aspect financier qui reste un aspect important dans la culture, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'augmentation du budget de l'État, mais un autre axe de financement pour les instances culturelles est en déclin, c'est le mécénat. Selon un article de Libération, depuis 2008, le mécénat culturel dégringole à presque 300 millions d'euros. Bon, ça peut sembler beaucoup comme ça, mais finalement c'est très peu, puisqu'on était à 975 millions en 2008. Pourquoi cette dégringolade selon vous ? Alors le mécénat, qui est un mécanisme de financement qui dépend des entreprises, qui dépend du domaine privé, est extrêmement lié à l'économie. Et il est vrai que depuis 2008, c'est la crise économique, et donc les entreprises se sont repliées sur elles-mêmes, en tout cas ont moins investi et ont aussi moins soutenu dans les dépenses de mécénat. Vous diriez que la culture n'est pas assez une priorité dans nos sociétés ? Dans notre économie ? La culture a un impact économique, ça il est clair, et je pense qu'il y a un certain nombre de rapports ces derniers mois qui l'ont prouvé. En revanche, la culture n'a aujourd'hui pas la place qu'elle mériterait d'avoir pour le bonheur de tous. Ça fait un peu peut-être joyeux luron de dire les choses comme ça, mais je pense qu'on peut avoir, que ce soit sur l'éducation, l'émancipation des personnes, la problématique du chômage, un certain nombre de sujets qui alimentent les politiques publiques. Je pense que la culture est une des nombreuses réponses qui pourraient venir colmater un certain nombre de ces problèmes. Hier se tenait, ce sera la dernière question, hier se tenait au Royaume de Bahreïn une conférence internationale sur la culture, avec notamment pour thème « Que gagnons-nous en investissant dans la culture ?» Et je vous retourne la question. Eh bien, je pense qu'on gagne des citoyens qui vont de l'avant, qui ont envie d'habiter leur pays, de l'habiter entièrement, en entreprenant, en fondant, en s'intéressant à l'urbanisme, en s'intéressant à leur ville, en s'intéressant à leur politique. Je pense qu'en fait, la culture permet à chaque citoyen de pouvoir vraiment vivre avec sa société et d'être peut-être acteur au vrai sens du terme de la société. Donc la culture est pour moi aussi une des réponses à cette crise démocratique
Et je pense que la dématérialisation avec l'arrivée du tout numérique peut faire peur à de nombreuses personnes, mais la culture peut aussi apporter ce supplément d'âme, comme disaient certains, à ces gens en perte de repères avec cet espace virtuel. Merci Aurélien Guillois. Merci. Merci Aurélien Guillois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur de la French Tech et de cultureveille.fr, donc c'est l'adresse aussi du site cultureveille.fr. On vous libère et bon retour demain à Paris, chers auditeurs. On se quitte quelques courts instants avec un nouveau morceau avant de retrouver Kairos, l'instant philo de Nico.